Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un sujet sur suspension hydropneumatique et circuit hydraulique, réalisé par Aya Qadissi et Aya Smaha, encadré par Madame Assia Sadeki. Passons au plan. Premièrement, on va voir définition et explication de suspension hydropneumatique, le principe général de suspension hydropneumatique, le circuit hydraulique de la transmission hydrostatique, explication de circuit hydraulique, caractéristiques de circuit hydraulique, les organes de circuit hydraulique, et finalement on va voir le fonctionnement. Alors, premièrement, définition et explication de suspension hydropneumatique. De tous les systèmes de suspension utilisés dans le domaine de l'automobile, la suspension hydropneumatique est de loin le plus complexe mais aussi le plus efficace, tant au point de vue du confort que de la tenue de route. Étudiée par Citroën au début des années 50, elle fut offerte à la clientèle dès 1954 sur la 15H. La version 15 CV 6 cylindres de la célèbre traction a en effet bénéficié la première de la suspension hydropneumatique sur la roue arrière. Les roues avant reçuront des barres de torsion plus longues et plus souples pour mieux s'accorder avec la douceur de suspension arrière. Uniquement produite en 1954 et 1955, la 15H ne fut construite que 3000 exemplaires et servit en quelque sorte de banc d'essai pour ce type de suspension qui est apparu sur la bombe du salon 1955, la DS-19. Cette voiture révolutionnaire a plus d'un titre possédé une suspension hydropneumatique sur les 4 roues. Les freins, la commande d'embrayage, la boîte de vitesse et de direction bénéficiaient de l'assistance hydraulique résultant de ce type de suspension. L'ensemble du dispositif est évidemment fort complexe. Deuxièmement, on va voir le principe général. La suspension hydropneumatique est du type toute roue indépendante. À l'avant, les roues sont portées au bout de bras parallèles. À l'arrière, elles sont maintenues par des bras tirés, chaque bras actionne par l'intermédiaire d'une tige, un piston qui se déplace dans un cylindre terminé par une sphère. Celle-ci est séparée en deux par une membrane souple. Un gaz inerte remplit la partie supérieure, tandis que la partie inférieure est remplie d'une huile mineure, qui remplit également le cylindre. Ce fluide hydraulique est maintenu en pression et sa circulation entre cylindre et la partie inférieure de la sphère régulée par un clapet. La poche de gaz sous pression jouant le rôle d'amortisseur. Alors, l'amortisseur est un système mécanique destiné à atténuer la force d'un choc ou l'amplitude des oscillations d'un objet en amortissant ses vibrations. Puis l'explication du circuit hydraulique. Une pompe rotative haute pression entre par courroie trapézoïdale par le moteur puise le fluide minéral dans un réservoir et alimente. Autres les 4 éléments de suspension. Le circuit de frein et l'assistant de direction. Une valve régulation commandée par la position du bras règle l'admission du fluide dans l'ensemble cylindre-sphère de façon à maintenir une hauteur constante de la suspension, quelle que soit la charge. La pression dans le circuit est régulée par un disconjoncteur associé à un accumulateur de pression. Elle est ainsi entre 145 et 170 bars. Une manette placée entre les sièges avant permet d'accroître la pression, pour le diminuer, pour gonfler ou dégonfler le système, ce qui provoque respectivement la mise en position haute ou basse de la voiture. Ces positions ne doivent être utilisées que exceptionnellement en cas d'obstacle sur la chaussée par exemple, position haute, ou pour obtenir un effet de cric hydraulique lorsqu'on veut déposer une roue. Il ne faut pas rouler de vivre alloué sur ces positions, car les sphères perdant leur fonctionnement d'amortisseur et leur membrane se trouvent tendues à l'externe. Maintenant, on va voir le circuit hydraulique et la transmission hydrostatique. La transmission hydrostatique consiste à déplacer un engin par la force de l'huile. Tout d'abord, voyez les éléments du circuit hydraulique. Premièrement, on a le moteur qui fournit l'énergie. Pompe hydraulique qui relie directement au moteur par un système d'engrenage. Le réservoir hydraulique, le distributeur, le récepteur, on a ici un vérin. Maintenant, étudions le circuit. La pompe hydraulique aspire l'huile dans le réservoir et l'envoie sous pression
dans le circuit. L'huile passe par le distributeur qui est l'aiguillé. Elle va ainsi donner un mouvement défini au récepteur. En actionnant les pédales en avant ou en arrière, on déplace la pelle, puis l'huile retourne au réservoir. Dans cet exemple, on voit que le moteur hydraulique entraîne le train de chemin. L'huile passe par le joint tourant situé entre la tourelle et le châssis et retourne ensuite au réservoir. Remarque, le niveau hydraulique est situé sur le réservoir et le voyant s'allume sur le tableau de bord. En cas de problème, à savoir dans le circuit hydraulique, on change continuellement de système d'énergie. On commence par une énergie mécanique, le moteur. Le moteur entraîne la pompe, transforme l'énergie mécanique en énergie hydraulique. Le récepteur, le vérin, transforme l'énergie hydraulique en énergie mécanique et linéaire. Puis le moteur hydraulique transforme l'énergie hydraulique en énergie mécanique rotative. Alors, je remercie ma collègue pour la présentation. Maintenant, on va passer aux caractéristiques du circuit hydraulique. La pression notée P est le rapport d'une force sur une surface. P égale à F sur S. P en pascal, F c'est une force en newton, S en mètre carré. Il détermine la force du circuit hydraulique. Il sera déterminé par le tarage du limiteur de pression détaillé dans les paragraphes suivants. Le débit du circuit hydraulique, noté Q, dépend de la cylindrie et de la vitesse de rotation de la pompe. Q égale à cylindrie fois oméga divisé par 1000. Ce critère détermine la vitesse d'action des mouvements, par exemple la sortie d'un vérin. La puissance hydraulique. La puissance hydraulique, notée P, est calculée à partir de la relation entre le débit et la pression. P en kilowatts égale à P fois Q divisé par 600. Le rendement du circuit hydraulique est le rapport de la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. R égale à PS sur PE. Les organes du circuit hydraulique. Les pompes. Les pompes sont les éléments de base du circuit hydraulique. Ce sont elles qui vont fournir le débit et la pression et donc la puissance hydraulique. Ils sont symbolisés par ce symbole. Les pompes à engrenage. Les pompes à engrenage sont les plus utilisées sur les tracteurs agricoles ayant un débit hydraulique allant jusqu'à 100 et la pression maximale obtenue est de l'ordre de 200 bars. Le fonctionnement de ces pompes est basé sur la rotation de deux pignons. À l'endroit où ils se séparent, une dépression se crée, le fluide est ainsi aspiré. Inversement, lorsque les engrenages des pignons se resserrent, le volume se réduit et l'huile entre les dents est mise sous pression. C'est l'action de refoulement. De par leur conception, les pompes à engrenage sont un cylindre fixe déterminé par le pas entre les dents du pignon. Les pompes à palette. Ce sont les pompes à cylindre fixe. Le rotor central porte les palettes qui coulissent sur celui-ci. Étant excentrique au stateur, l'espace entre les palettes augmente au niveau de l'orifice d'admission. Cette augmentation de volume crée une dépression qui va aspirer le fluide. Ensuite, ce dernier est transporté entre les palettes. Cet espacement va déterminer la cylindrée de la pompe à palette. Passé la moitié, le volume entre les palettes va tendre à diminuer, ce qui va créer une surpression et comprimer le fluide. La phase de refoulement va avoir lieu au niveau de l'orifice de sortie. Les pompes à piston radio. Ces pompes reposent sur la rotation d'un excentrique qui applique un mouvement de translation verticale à un piston. Quand l'excentrique descend, le piston est poussé par le ressort et aspire l'huile. C'est la phase d'admission.
quand l'excentrique reprend sa position initiale, le ressort est comprimé et le piston remonte pour refouler l'huile. Ce schéma, c'est le schéma de fonctionnement d'une pompe à piston radio. La particularité des pompes à piston radio est l'orifice de sortie sur lequel une soupage de consigne est montée. En fonction de la pression de sortie, cette soupage s'ouvre plus ou moins et permet de limiter ou non le mouvement de l'excentrique et par là même la course du piston. Grâce à cette soupape, la pompe est autorégulée en débit si la pression de refoulement est inférieure à la pression de tarage du ressort. Le mouvement de l'excentrique est maximal et la cylindrée aussi. Si la pression de refoulement augmente, la soupape s'ouvre, l'huile remplit l'espace sous l'excentrique et limite ainsi la source du piston, puis la cylindrée et donc le débit de la pompe. Les pompes volumétriques, aussi appelées pompes à piston axiaux à plateau inclinable. Ce type de pompe est le modèle le plus utilisé pour les tracteurs de forte puissance étant équipé d'un système Road Sensing et proposant un débit supérieur à 110. Ces pompes permettent de faire varier le débit en ajustant leur cylindrée. Du coup, elles sont aussi utilisées pour les transmissions hydrostatiques et à variation continue. Le fonctionnement des pompes volumétriques repose sur la rotation du plateau sur lui-même et l'inclinaison de celui-ci. En fonction de l'inclinaison, on va régler la course du piston et donc le débit fourni. Le baril est fixe quand le piston descend, il aspire l'huile et au fur et à mesure qu'il remonte, il comprime le fluide jusqu'à le refouler lorsqu'il arrive en course haute. Comme vous remarquez, à gauche c'est la pompe en opposition neutre et à droite c'est la pompe en cylindrée maximale. À gauche du schéma, la course des pistons est en huile, il débit de la pompe, là aussi la pompe est en neutre. Par contre, à droite du schéma, la course des pistons est maximale, donc la cylindrée et le débit aussi. Maintenant, on va voir les moteurs hydrauliques. À l'inverse des pompes, les moteurs transforment l'énergie reçue par le fluide en énergie mécanique. Ce sont des récepteurs. D'un point de vue technique, les moteurs sont proches des pompes puisque certaines d'entre elles peuvent être transformées en moteurs. On distingue deux catégories de moteurs hydrauliques, ceux à cylindrée fixe et ceux à cylindrée variable. Ils sont symbolisés par ce symbole-là. Le moteur à engrenage. Le rotor transmet le mouvement quand l'huile est admise par l'orifice. Le volume augmente et quand elle est refoulée, le volume diminue. Ces phases de compression détente mettent en mouvement le rotor du moteur à engrenage. C'est le refoulement fonctionnement d'un moteur à engrenage. Ça, c'est l'admission, le stateur et le rotor. Le moteur à piston radio. Moteur à piston radio, aussi appelé moteur Pocklam, les pistons diamétralement opposés par le centre sont alimentés deux par deux. Placés sur le front d'attaque de la couronne, ils poussent dans le même sens pendant que deux autres sont sur le front d'attaque opposé, ce qui permet de renverser le sens d'avancement et inversant l'alimentation des pistons. Ceci effectue un mouvement de translation. Les pistons sont alimentés lorsque leur sommet arrive au début d'un creux de la couronne. La bosse suivante repousse le piston et l'huile qu'il y a derrière. Les moteurs à piston radio permettent de transmettre un couple important, d'où leur utilisation sur les engins de travaux publics. Les distributeurs.
Ils sont utilisés pour diriger le flux d'huile de la pompe vers le ou le récepteur qui doivent être mis en action. Ils sont caractérisés par leur nombre d'orifices et leur nombre de positions. Par exemple, le modèle schématisé ci-dessous est un distributeur 4-3 car il dispose de 4 orifices et de 3 positions. A et B sont les orifices d'alimentation du récepteur P pression et T donc sont les orifices destinés à la pompe. Concrètement, un distributeur hydraulique est un carter muni de petits tiroirs sur un boisseau central coulissant dans le carter. Ces tiroirs ferment et ouvrent les orifices afin de faire communiquer ceux de la pompe avec le ou les orifices récepteurs. Enfin, on va voir le fonctionnement. L'élément de suspension combine les fonctions de suspension et d'amortissement. Le vérin est composé d'un cylindre dans lequel coulisse un piston sur lequel s'appuient l'essieu rempli d'une huile haute pression incompressible. Le cylindre est coiffé d'une sphère compartimentée par une membrane en élastomère. Au-dessus de la membrane, la partie supérieure de la sphère est remplie d'azote gaz neutre. La partie inférieure remplie d'huile communique avec le cylindre par une pastille circuit constituant l'amortisseur proprement dit. Il permet le passage de l'huile par un orifice de diamètre réduit et par des clapets freinant la circulation entre le vérin et la sphère. Au démarrage des véhicules, la pompe met sous pression l'huile dans le circuit principal qui sera distribué si besoin de rectifier la hauteur au vérin de suspension. L'huile appuie sur la membrane élastomère et comprime le gaz dans la sphère jusqu'à une position d'équilibre en rapport avec le tarage initial de l'azote et la masse sur le train concerné. En circulation, lorsque la roue rencontre une bosse, il appuie sur le piston qui va comprimer l'azote derrière la membrane grâce à l'huile. Au cours du système se trouve la pompe haute pression délivrant plus de 160 bars de pression. Le conjoncteur disjoncteur associé à une sphère accumulatrice est chargé de réguler la pression entre 130 et 175 bars suivant les versions véhicules. Suspension généralement 80 bars en position normale et en statique. Direction assistée entre 80 et 150 bars grosse consommatrice en débit. Freinage prioritaire pour les freins avant jusqu'à la pression maximale disponible dans le circuit principal et son accumulateur pour les freins arrière jusqu'à la pression régnant dans les suspensions arrière. Le principe du système est d'utiliser un gaz compresseur, ici de l'azote, et de profiter de sa caractéristique du raideur non linéaire en fonction de la compression, l'amortissement étant assuré par l'aminage du liquide hydraulique. La séparation des deux éléments est assurée par une membrane qui fut au début en coupe-torche puis en nylon. La configuration du système permet de compenser l'enfoncement de la suspension compression du gaz par le remplissage du vérin de liquide hydraulique permettant une assiette constante quelle que soit la charge. Cette fonction est commandée par un correcteur de hauteur prenant comme référence la rotation de la barre anti-roulis. L'utilisation de ce dispositif permis aux ingénieurs l'emploi d'une suspension de grande souplesse, gage de confort, propriété est donnée au freinage pour qu'en cas de perte de pression, le conducteur puisse garder le contrôle de la vitesse du véhicule et s'arrêter l'emploi de barres anti-roulis. Fut contraint, mais contraire à la volonté du pôle majeur de mettre sur la DS un système d'anti-roulis.
À cause du circuit de freinage dépendant de la pompe entraînée par le moteur, celui-ci doit d'abord être mis en route pour mettre le système en pression et lever la voiture dans la position souhaitée.